quand notre quotidien devient infernal. Parce qu'on a peur de ne pas avoir assez de temps. On a peur de l'avenir. On a peur d'aller travailler, de manquer, de ne pas avoir assez, de ne pas être assez. On a peur d'être seul. Alors on commence à perdre pied, à être absorbé par toutes ces peurs, à s'enfermer dans la spirale infernale de l'anxiété. Dans cet épisode, on verra pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à se libérer du stress chronique et de l'anxiété. Et je vous parlerai des 3 dimensions thérapeutiques à explorer, qui pour moi sont essentielles pour retrouver la paix et la vitalité de manière durable. Pluriel, c'est le podcast des femmes pragmatiques et sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur féminité. Je suis Edmé Denat, une amoureuse de la liberté, une rationnelle, intuitive, une accompagnatrice holistique. Dans chaque épisode, je vais te partager mon expérience et des outils pour développer ton leadership personnel, afin que tu puisses vivre pleinement une spiritualité incarnée. Alors si tu as envie de libérer la femme puissante, sauvage, libre, qui sommeille en toi, tu es la bonne personne au bon endroit. Assieds-toi confortablement, parce qu'ensemble, on va faire vibrer ton âme. Pluriel. Bienvenue à toi dans cet épisode 46 où on va parler d'un sujet qui touche énormément de femmes, voire toutes les femmes, le stress et l'anxiété. Cet épisode, il a été inspiré par une cliente qui est revenue me voir après un accompagnement. Je l'avais accompagnée à 3 ans. J'ai trouvé que c'était intéressant de parler de son cas. Et puis j'ai eu son autorisation pour vous raconter son histoire, qui je pense va résonner pour d'autres personnes et va en alerter d'autres parce que c'est aussi une sonnette d'alarme que j'ai envie de partager avec cet épisode. Pour l'épisode, on appellera cette cliente Margot. Alors Margot, elle a la petite quarantaine. C'est une femme qui est assez ambitieuse, qui a fait une école de commerce, qui travaille dans des grands groupes internationaux. Elle est venue me voir il y a 3 ans parce qu'elle était à la limite du burn-out. Elle est partie d'une entreprise qu'elle a quittée, elle était en état d'épuisement professionnel, mais elle ne s'est jamais arrêtée de travailler, malgré un environnement de travail qui était quand même assez exigeant, assez public, c'est-à-dire que elle gère des départements et tout le travail de ce département a un impact médiatique. Donc beaucoup de pression finalement au quotidien et beaucoup d'enjeux financiers. Et donc, le moment où elle vient me voir, elle sent qu'elle est sur le fil, qu'elle va craquer, et elle se dit, là, il faut que je prépare ma porte de sortie, que j'aille travailler pour une autre société, parce que je sens que je suis en train de tomber malade, je suis en train de craquer, je suis trop stressée, et je sais plus comment faire. Et donc, elle arrive dans cet état-là, on fait un accompagnement, et donc elle fait le bilan de compétences holistiques. Donc je l'aide à préparer des entretiens pour un nouveau travail qui est plus aligné avec ses valeurs. Et je lui dis, c'est super, t'as réussi l'entretien, t'as une énorme promotion, c'est hyper cool. Par contre, l'accompagnement a révélé des choses que je te conseille d'aller explorer plus profondément que dans le bilan holistique. Je pense qu'il y a des thèmes que tu devrais aller explorer en thérapie, particulièrement ta relation au travail qui, comme on le voit dans la plupart du temps dans le bilan holistique, n'a rien à voir avec le travail. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont plus profondes derrière. Et je lui dis, sans ça, il y a un risque de rechute. Parce que l'épuisement professionnel, il n'est pas seulement dû à des causes qui sont extérieures, c'est-à-dire des boss ou un management tyrannique, un environnement de travail comme ça, international, qui est très très exigeant, avec des gros enjeux. Mais il y a aussi des causes qui sont internes, c'est-à-dire notre relation dysfonctionnelle avec le travail et pourquoi à un moment on se maltraite avec le travail, pourquoi on fait des horaires qui sont pas corrects en fait pour notre santé, pourquoi on prend pas de pause déjeuner, pourquoi on prend pas de temps pour notre vie personnelle, pourquoi on prend pas soin de sa santé. Donc c'est vraiment une responsabilité qui est partagée. Et comme beaucoup de cadres à responsabilité que j'accompagne, Margot, elle est très mentale. Très mentale, très intelligente, une femme vraiment brillante. Elle sent qu'elle est déconnectée de son corps.
Et à cette époque-là, il y a 3 ans, moi je travaillais pas trop avec le corps, mais le thème finalement de se reconnecter aussi à ses émotions était déjà ressorti. Et on l'a travaillé ensemble, mais pas assez profondément. Et donc, quand on termine l'accompagnement, je lui donne tout ça, elle commence son nouveau poste, et elle se jette à cœur perdu dans son nouveau poste. Et je lui dis, attention, il y a vraiment un risque de rechute. Ce qu'on a travaillé ensemble, ça t'a permis de te stabiliser, mais ça ne va pas tout faire. Et je vois qu'elle l'entend à demi-mot parce que, comme toutes les personnes vraiment coincées dans leur mental, il y a des choses qui les rassurent et il y a des choses qu'elles sont pas prêtes à aller explorer. Et bien entendu, si vous m'écoutez, c'est ok. Chacun a son rythme. C'est pour ça qu'il y a des clients qui reviennent me voir après, qui me disent voilà, je suis prête à explorer ce thème. Avant, j'étais pas prêt, et c'est ok aussi. Mais c'est important que je vous partage ça là parce que c'est important de prendre des décisions en conscience et d'anticiper un peu les choses pour préserver sa santé mentale, sa santé physique, son bien-être, et pas passer à côté de sa vie en faisant que travailler et n'avoir aucun équilibre vie pro, vie perso finalement. Donc Margot va dans cette deuxième entreprise, elle est hyper contente parce que elle kiffe les valeurs de l'entreprise, elle kiffe la culture d'entreprise, elle a une augmentation de salaire de 20% annuellement. Et comme elle avait déjà un gros salaire, c'est vraiment cool. Et elle se retrouve avec un rôle et une visibilité qu'elle n'avait pas avant. Et en plus, elle s'éclate. Petit à petit, après 18 mois, les choses commencent à se corser. Finalement, elle retombe dans ses vieux automatismes, elle travaille énormément, elle se rend compte qu'il y a certains clients qu'elle a beaucoup de mal à gérer au niveau du stress parce que ces clients sont des clients qui sont externes, c'est pas la société pour laquelle elle travaille, ça lui cause beaucoup de stress de gérer ses clients, qui a de très très gros enjeux et qu'à aucun moment elle peut se reposer. Finalement, il se passe quelque chose que j'ai déjà vécu aussi, c'est que le groupe pour lequel elle travaille change complètement de direction. Et quand on travaille pour des groupes comme ça anglo-saxons, pour ceux qui connaissent, quand la tête change, quasiment tous les gros départements changent de responsable. Parce que tout simplement, il veut créer des nouvelles équipes. Et ce qui se passe, c'est que Margot subit une pression monstre parce que les nouveaux responsables veulent la mettre au placard pour placer d'autres personnes. Beaucoup de têtes sont coupées, seulement Margot est une professionnelle hors pair. Elle est très engagée, elle a beaucoup de résultats. Au lieu de se laisser assaillir par toutes ces demandes qui sont de plus en plus exigeantes, elle atteint ses objectifs, mais au prix de sa santé mentale et physique. Elle finit cette fois-ci en burn-out parce qu'il y a beaucoup d'injonctions contradictoires qui lui sont envoyées, c'est-à-dire que son N+1 ne lui donne pas sciemment toutes les informations, et quand elle arrive devant son N+3, clairement, en réunion, elle se fait défoncer. Et donc, au début, elle ne voit pas clair dans leur jeu. Elle se dit que peut-être qu'elle a mal vu les informations, et puis qu'elle va essayer de rattraper, etc. Finalement, elle n'arrive pas à tenir le rythme, parce que ce rythme, en fait, n'est pas tenable, et parce qu'en fait, on veut la mettre au placard, et donc on lui propose plein de choses qui sont impossibles, et on dénigre son travail, on lui dit qu'elle comprend rien, etc., alors qu'elle est brillante. Après plus d'1 an d'arrêt maladie, son responsable direct part en burn-out lui aussi, et lui avoue que c'était une stratégie pour la faire partir, parce que les nouveaux boss voulaient mettre les gens de son équipe et qu'en fait, elle n'avait absolument rien à se reprocher au niveau travail, qu'elle était excellente et qu'il ne ferait que la recommander, alors qu'il lui avait fait la misère. Bon, vous comprendrez, c'est un peu compliqué, mais je vous partage ça parce que des fois, quand on est surengagé dans son travail, on ne se rend pas compte de ces jeux de pouvoir et des jeux politiques qu'il y a à l'intérieur des sociétés. On reste enfermé dans un truc vraiment micro en se disant « mais faut que j'atteigne mes objectifs, etc. » Bref, dans cette histoire, finalement, ce qui se passe, c'est que elle part en burn-out, cette fois-ci un arrêt de plus d'1 an, complètement épuisée. Elle a un traitement médicamenteux pour la soutenir parce qu'au niveau nerveux, elle est complètement en craquage. Elle ne fait que pleurer, elle prend beaucoup de poids, elle repart dans une nouvelle société, un autre groupe où elle a encore de très belles responsabilités. Et quand elle arrive dans ce groupe, elle retombe dans ses anciens automatismes, c'est-à-dire des horaires de fou, une pression qui est monstre. Elle reçoit 60 mails par jour, dont plus de la moitié mérite une action de sa part. Et elle se rend compte qu'elle a un rythme de travail effréné. Et donc plus d'1 an après être entrée dans cette troisième société, elle se dit « Attends, c'est pas possible, j'ai des enfants, je suis en train de me ruiner la santé, le travail va finir par me tuer. Je le sens, le travail va finir par me tuer. » Elle fait son entretien annuel avec son N+1, ça se passe super bien. Elle est félicitée, complimentée, elle est reconnue pour son travail, mais elle sort de l'entretien en pleurs.
Et c'est là qu'elle me contacte et elle me dit: «Je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre de ça va plus loin que le stress, c'est en moi». C'est comme si, j'avais eu un traumatisme. Mon corps se rappelait de tous les traumas que j'avais vécus pendant cette période de harcèlement et de burn-out dans l'entreprise précédente et j'arrive plus à faire le lien avec la réalité. Je suis tout le temps hyper stressée, j'ai tout le temps peur, d'avoir des mauvais retours alors que je travaille super bien et je me rends compte que c'est vraiment lié aux expériences que j'ai vécues. Et là, j'ai l'impression qu'un jour, le travail va me tuer, je ne sais plus comment faire. Je suis aussi en thérapie, mais j'ai l'impression que la thérapie qui a une dimension trop mentale ne me convient pas. Et je ressens dans mon corps que quelque chose ne va pas. Et c'est là qu'elle me contacte. Pourquoi je vous raconte ça? Déjà parce que il y a un énorme risque de rechute quand on fait un premier burn-out, qui est entre 25 et 40%, selon les études qui ont été faites là dernièrement en 2023. Ce qui veut dire que la plupart du temps, les gens vont mettre un pansement sur leur souffrance et repartir au travail et ne pas traiter finalement le problème en profondeur. Et c'est pour ça qu'ils vont se concentrer sur les causes qui sont extérieures et pas sur les causes intérieures, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les responsabilités sont partagées. Si on veut vraiment être dans un bien-être qui est durable, un épanouissement qui est durable, créer une vie qui est harmonieuse, la vie de nos rêves, et avoir une carrière sans sacrifier sa santé, c'est important de se poser des vraies questions et de voir, on va dire, ce problème d'épuisement professionnel, de stress chronique, d'anxiété de manière plus globale et de le sortir finalement du simple cadre du travail dans lequel il peut être enfermé. Et cet exemple vous montre bien que le problème, c'est pas uniquement que le travail. Et je vous le raconte parce que moi aussi, je l'ai vécu. Par exemple, après ma grossesse, j'ai changé de travail parce que je trouvais que le travail dans lequel j'étais, j'avais des horaires qui étaient incroyables. J'avais aucune flexibilité. Les conditions de travail me convenaient vraiment pas. J'ai changé de travail à ce moment-là. Je suis tombée dans un environnement qui était pire et qui m'a menée à un état de stress et d'anxiété qui était vraiment sévère. Et c'était très compliqué pour moi de le gérer physiquement. Et c'est là, après, je suis tombée malade parce que, en gros, j'ai enchaîné plusieurs environnements exigeants comme ça, mais mon corps l'a pas supporté. Et ça a été la même chose pour Margot. On n'est pas des cas isolés. Je dis pas ça pour vous faire peur, je dis ça pour vous alerter, pour que vous alliez traiter les choses vraiment en profondeur. Donc faites attention à vous, posez-vous les bonnes questions. Et je vais vous en parler dans la deuxième partie de l'épisode. Il y a des choses à mettre en place. On peut considérer cette souffrance et la traiter de manière holistique, et c'est ce qui fera qu'on aura des résultats beaucoup plus durables. Peut-être que tu te poses la question, quelle est la différence entre le stress chronique et l'anxiété? Le stress chronique est prolongé dans le temps, c'est-à-dire qu'il n'est pas ponctuel, il n'est pas lié à une circonstance, à un événement. La personne va être exposée à des situations qui sont génératrices de stress, mais de manière répétée, de manière prolongée. Donc souvent c'est le cas au travail, mais ça peut être aussi le cas dans sa famille, dans les études, ou dans son couple, quand on a un conjoint qui est anxiogène. Il n'y a pas d'histoire d'âge, hein. On peut avoir un stress chronique quand on est enfant. Si on vit dans un environnement qui est vraiment anxiogène, violent pour nous, eh bien finalement, ce stress normal va se transformer en stress chronique. Et donc, vous le savez, pour vivre, on a besoin de stress. On a besoin de bon stress, on a besoin de stress ponctuel. Ça nous permet de nous mettre en action, ça nous permet de voilà, de pas être immobile, de faire bouger l'énergie, dans notre corps et de passer à l'action tout simplement. Le problème, c'est quand le stress devient chronique, quand c'est plus ponctuel. À partir du moment où il y a un stress chronique, ça va affaiblir notre organisme et ça va impacter négativement notre santé mentale et physique. Donc le stress, qu'il soit chronique ou pas, il est vraiment lié à un événement qu'on a identifié et qui va nous causer une réaction biologique. On va commencer à transpirer, notre cœur va s'accélérer, on va perdre nos moyens, on va avoir mal au ventre, on va commencer à avoir des maux physiques, etc. L'anxiété, c'est autre chose. L'anxiété, c'est un sentiment d'appréhension qu'on ressent face à l'anticipation d'une menace qui est future. Cette menace, elle n'est pas réellement là, c'est une menace qui est potentielle. Mais on va tellement anticiper que quelque chose va arriver qu'on va être un peu dans une crainte permanente. La crainte, elle est durable, elle n'est pas ponctuelle. Et ça va créer quoi au quotidien? Une sorte de vigilance, même d'hypervigilance, j'ai envie de dire, face à l'avenir, face aux circonstances extérieures, il va se passer ça, si je fais ça, mais si je lui dis ça, il va se passer ça, et je vais pas savoir gérer, etc.
Quand l'anxiété dure trop dans le temps, ça crée ce qu'on appelle un trouble anxieux. La personne va faire des crises d'anxiété sans que ça soit justifié par des circonstances extérieures. Cette anxiété, quand elle dure trop longtemps, va créer d'autres pathologies. La dépression, l'épuisement professionnel, le syndrome de l'intestin irritable, beaucoup de troubles de sommeil, des troubles alimentaires, pour aller très très loin, des états même suicidaires des fois. Les limites de la psychothérapie traditionnelle, c'est de traiter uniquement la psyché, qui pour moi est une dimension du problème. Donc la psyché, c'est quoi? C'est tout ce qui nous tourmente finalement. C'est l'âme. On va traiter les blessures de l'âme, mais on va le faire d'un point de vue mental, pragmatique, analytique. On va parler, on va analyser. Et cette dimension-là, elle est très importante, mais pour moi, elle est insuffisante. Et je l'ai vu, que ce soit en tant que patiente ou en tant que thérapeute, en tant que coach, on peut vraiment aller plus loin si on veut des résultats qui sont plus durables et si on veut éviter les risques de rechute. Après, soyons clairs, toute notre vie, on sera confronté au stress. Le but n'est pas d'éliminer le stress. On n'est pas des moines, on vit des vies en Occident, dans des villes, on a des stimulations avec le travail, la circulation, nos amis. Il y a toujours des situations qui vont nous causer du stress. Donc on ne va pas essayer de vivre zéro stress. On va essayer de faire en sorte de mieux vivre le stress et de ne pas rester coincé dans le stress et dans l'anxiété. En revanche, l'anxiété qui est une anticipation anxiogène du futur qui va créer des troubles physiques, ça on va essayer de s'en débarrasser. C'est deux choses différentes. Donc la deuxième dimension, c'est quoi? Cette dimension qui n'est pas assez exploitée selon moi par la thérapie traditionnelle, c'est la dimension du corps. Toute cette partie corporelle. Pourquoi? Parce que toutes les émotions non exprimées se transforment en maux physiques, en maladies, en douleurs, en blocages. Et donc à chaque événement stressant, qui peut être vécu comme traumatique par le corps, il y a un surplus de stress qui va s'accumuler dans le corps. Donc quand je parle de trauma, c'est pas forcément un accident de voiture, une agression sexuelle. Plein de choses qui n'ont pas l'air d'être des traumas peuvent être vécues par le corps comme des traumas. À partir du moment où c'est trop pour nous, où ça a surstimulé notre système nerveux, c'est considéré comme un trauma. Surtout si on ne l'a pas exprimé, si on ne l'a pas purgé du corps. Donc notre corps, il va avoir une mémoire. On a l'impression que la tête oublie, mais finalement, le corps garde tout en mémoire. Et c'est ça qui explique que certaines fois, vous pouvez faire des crises d'anxiété ou de panique sans être dans une situation de danger apparente. Ce qui explique aussi que si on ne prend pas en compte cette dimension, l'anxiété et le stress vont revenir très souvent et peut-être même devenir chroniques. On va avoir des personnes qui vont se dire mais je comprends pas pourquoi je suis stressée, j'ai fait ça, je comprends pas pourquoi je change pas de vibration, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à matérialiser ce que je veux dans ma vie. Mais c'est parce que t'as pas exploré assez la dimension corporelle et que ton système nerveux est probablement dérégulé. Personne n'arrive à être zen 100% du temps. Le fait d'avoir des pratiques somatiques va vraiment beaucoup aider à réguler son système nerveux et à mieux vivre les situations de stress et surtout à sortir de l'anxiété. Donc toutes les fois où on est confronté à des situations qui provoquent du stress et parfois de l'anxiété, dans la plupart des cas, notre système nerveux il joue bien son rôle. Il va s'autoréguler. Et je reviens à un état de calme et de paix. Et je peux continuer ma vie. Mais quand ton système nerveux est dérégulé, dès que tu vis une situation de stress et que la situation, on va dire, extérieure disparaît, t'as pas le temps de récupérer. Ton système nerveux va pas s'autoréguler. Il n'y a pas de retour au calme. Ton système nerveux n'est plus résilient. Parce qu'il a été surstimulé, suractivé. Et on ne revient jamais à l'état de calme. Et en termes de ressenti, ça crée vraiment cet état d'alerte qui est constant. Et quand on traite les choses de manière hyper mentale, sans prendre en compte son système nerveux, sans prendre en compte la mémoire du corps, c'est comme mettre un petit bandage sur une grande plaie ouverte qui mérite des points de suture. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? À un moment, on va saigner, le bandage va être tellement imbibé de sang qu'on va devoir le changer, et on va recommencer. Et à chaque fois que le sang déborde, on va changer de bandage, et on va se dire, mais moi je fais quelque chose, je mets un bandage propre. Oui, mais là, tu as besoin de points de suture. Tu as besoin d'être recousu. Et c'est exactement ce qu'on fait dans la vie, jusqu'au jour où il y a un point de rupture, on a perdu trop de sang. Et là, on tombe dans les pommes, on est hospitalisé, on met sa santé en danger. Et c'est exactement ce qui se passe avec le stress chronique et l'anxiété qui perdure dans le temps. On arrive à des états dépressifs, à des états d'épuisement professionnel, à des gros craquages, de la décompensation. De mettre en place des petites choses, des petits bandages. L'important, c'est vraiment d'aller recoudre
pour que la peau cicatrise, pour qu'à un moment la peau se régénère et qu'on puisse reprendre sa vie normalement. Le système nerveux qui arrive à cet état de craquage, c'est un système nerveux qui est dérégulé et qui reste coincé dans l'état sympathique. Alors, je ne vais pas vous donner trop d'informations dans cet épisode en déroulant toute la théorie polyvagale du système nerveux, mais ce que vous devez comprendre, c'est que quand on arrive à cet état de craquage, le corps rentre en mode survie. Notre système nerveux, finalement, est en mode combat-fuite. Ou aussi être en mode shutdown, c'est-à-dire un état dépressif, manque de vitalité totale, plus d'énergie vitale, t'as plus envie de bouger, t'es complètement immobile. En gros, c'est deux états où le système nerveux il a été suractivé. Donc soit t'es en mode combat-fuite, colère, agressivité, soit t'es en mode shutdown, complètement immobilisé. Dans les deux cas, c'est pas bon pour toi parce que ça veut dire que ton corps est dans un état de stress et d'anxiété intense, très aigu, et c'est pas bon pour ta santé, ça va détériorer ta santé mentale, physique à long terme. Et donc pour revenir à cet état d'équilibre, à cet état de paix, ce qu'il est important de faire, c'est d'aller travailler sur la régulation de son système nerveux, en passant par le corps, en libérant les émotions, les énergies bloquées dans le corps, pour revenir à cet état d'équilibre intérieur. Être capable de mieux vivre ses émotions, de mieux réguler son stress, parce qu'on sera toujours soumis au stress, et être capable aussi de se libérer de l'anxiété, avec des outils du quotidien qui sont très simples, mais qui demandent une pratique. Donc il n'y a pas d'outils magiques, il y a juste des pratiques qui vont nous permettre de devenir autonomes face à la régulation de son système nerveux. Et pour ça, ce qui est important de comprendre dans cet épisode, c'est que nous avons tous ce qu'on appelle une fenêtre de tolérance dans notre système nerveux. Cette fenêtre de tolérance, elle va déterminer la quantité de stress qu'on peut absorber sans impacter notre santé durablement. La plupart des gens n'ont pas cette information. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler dans cet épisode. La fenêtre de tolérance, ça représente l'espace dans lequel on peut vivre du stress sans exploser ou sans imploser. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit? Donc exploser, c'est le mode combat-fuite. Imploser, c'est le mode dépressif où je suis complètement immobilisé. Donc notre système nerveux, il est activé en permanence par des événements qui sont extérieurs. Et quand on va au-delà de sa fenêtre de tolérance, eh ben, ça impacte notre santé. C'est là qu'on est en mode craquage et que ça crée des gros problèmes de santé et beaucoup de mal-être, beaucoup de souffrance au quotidien. Et en fonction de ce qu'on a vécu tout au long de notre vie, cette fenêtre de tolérance, ça va pas être la même. Donc on est un peu tous inégaux par rapport à ça. Et tout l'avantage du travail somatique qu'on va faire avec le corps va consister à étendre la capacité de cette fenêtre de tolérance. On va gagner de la place dans notre système nerveux. Plus on gagne de la place, plus notre système nerveux va être résilient. Et plus on aura la capacité de s'autoréguler quand on va vivre du stress, au travail, à la maison, dans n'importe quelle situation. Nos ressentis au quotidien vont être beaucoup moins désagréables face à des situations qui sont exigeantes. Intérieurement, on aura la capacité de penser clairement, de prendre des décisions et de ne pas être assailli par le stress et par des ressentis physiques désagréables et une pensée qui est confuse. On va se sentir plus serein, plus en sécurité dans son corps et dans ses émotions. Cette fameuse fenêtre de tolérance, c'est sur ça que j'accompagne tous mes clients à vraiment faire grandir en volume cette fenêtre de tolérance pour avoir un système nerveux qui est plus résilient. Donc cette partie du corps est assez importante, c'est la deuxième dimension. La troisième dimension dont j'avais envie de vous parler, c'est la dimension de l'esprit, la dimension spirituelle, qui fait que on se réfère à quelque chose de plus grand dans ce qui nous arrive par rapport au stress, qui fait qu'on va aussi changer de vibration. Dans cette dimension-là, on se relie à quelque chose qui est plus grand que nous. Donc pour certains, c'est Dieu, pour d'autres, c'est l'univers, à des aspirations qui sont plus grandes que juste le fait de travailler et gagner de l'argent. Véritablement, on se dit, ok, c'est quoi mes valeurs? Comment je peux me recentrer sur ce qui est important pour moi, sur ce que j'ai envie d'apporter au monde? Comment je me connecte à quelque chose qui est plus grand que moi? Une puissance aussi qui va venir m'aider. Comment je co-crée avec Dieu, avec l'univers? Et pour moi, c'est aussi une dimension qui est importante dans la régulation du stress, parce que souvent, quand on n'a pas cette troisième dimension-là, on a tendance à se dire, face aux événements de la vie, je suis tout seul, tout dépend de moi. Et moi, ma croyance, c'est que tout ne dépend pas de nous. On est vraiment en co-création avec Dieu ou avec l'univers. Ça dépend comment t'appelles l'instance qui est supérieure, mais en tout cas pour moi, c'est Dieu. Et on peut avoir son support et on n'a pas à tout gérer tout seul. Il y a des choses ici qu'on doit faire, on doit bien sûr passer à l'action,
Mais il y a des choses, particulièrement dans nos prises de décision, quand on vit une épreuve, qu'on peut remettre à Dieu. On peut s'en remettre à lui. On peut déposer nos soucis, nos sources de stress, nos sources d'anxiété à Dieu pour qu'il s'en occupe et pour qu'il vienne nous soutenir en ouvrant des portes, en allégeant notre cœur. Et ça nous permet aussi de prendre de la hauteur sur des choses qui sont vraiment liées à cette incarnation, sur des conflits qui sont vraiment purement humains, et nous dire, ok, si je meurs demain finalement, est-ce que ça c'est important? Non, c'est pas important. Tu vois, déjà tu prends de la hauteur. Et ensuite, est-ce que je suis vraiment seule? Non, tu n'es pas seule. En permanence, tu es aimée, tu es soutenue par Dieu. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Donc, dans mes accompagnements, il y a aussi, je pense, cette dimension-là, de pas juste se sentir seule face à tout, face à ce stress, face à cette anxiété, face aux difficultés qu'on rencontre, face au management toxique qu'on peut rencontrer. Il y a quelque chose de plus grand et il y a une raison pour laquelle on va avoir des obstacles et on a toujours la possibilité de s'en sortir. Donc pour moi, au niveau thérapeutique, avec la vision holistique que j'explore toujours maintenant, j'ai décidé d'explorer ces 3 dimensions et je vous les partage. Donc la première, c'est ce que fait la thérapie traditionnelle, c'est la dimension de l'âme, de la psyché, la dimension qui est très mentale. Ensuite, il y a toute la dimension du corps avec le système nerveux. Et la 3e dimension, c'est la dimension de l'esprit. La dimension spirituelle où on prend de la hauteur et on se connecte à quelque chose de plus grand. Pluriel. Et bien voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'étais heureuse de te partager ces chemins de vie, celui de Margot et le mien, et celui de beaucoup d'autres femmes, j'en suis sûre, qui écoutent cet épisode. J'ai envie de te dire, c'est prends soin de toi, prends de la hauteur. Il n'est jamais trop tard pour te libérer de ce sentiment de mal-être, cette anxiété que tu peux vivre, pour prendre de la distance aussi avec le rapport dysfonctionnel que tu peux avoir au travail, pour prendre de la distance dans les relations dysfonctionnelles dans lesquelles tu peux être enfermé et qui te causent un stress pas possible. L'idée, c'est vraiment de prendre conscience des situations dans lesquelles on peut se croire enfermé et de prendre conscience de notre pouvoir créateur, notre responsabilité dans ce que nous allons vivre au quotidien. La responsabilité, ça ne veut pas dire que tout est de ta faute dans ce que tu vis. La responsabilité, c'est se dire, ok, aujourd'hui, j'ai la capacité de prendre des décisions qui vont faire que j'ai la possibilité de créer une autre vie. Et je suis aussi responsable de mes émotions. Donc quand je prends cette responsabilité, je vais traduire ça en action et faire en sorte de vivre, de bâtir une vie qui est plus harmonieuse, qui correspond plus à mes aspirations. Tout est possible. Tu es soutenu à chaque instant par le divin. Ne l'oublie pas. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux, à l'envoyer sur WhatsApp à quelqu'un qui en aurait besoin, qui a besoin d'entendre ces rappels aujourd'hui. N'oublie pas 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify. Laisse-moi des commentaires même sur YouTube. Et si tu as besoin d'être accompagné, n'hésite pas à cliquer sur les liens en bas de cet épisode pour prendre un rendez-vous d'information avec moi. En attendant le prochain épisode, je t'embrasse, prends soin de toi. Bye bye!